j'ai la lourde tâche d'essayer de clarifier une situation qui est loin d'être claire en ce qui concerne ce qu'on appelle les patients à conscience minimale, état végétatif, état aussi relationnel. C'est vrai qu'on a tout entendu. On a entendu que Vincent Lambert ou d'autres sont dans le coma. Je crois qu'il est bon de savoir qui sont ces personnes, leur chemin. Ces personnes ont toutes passé par une phase gravissime qui est un coma d'origine multiple et variée. Phase de coma dont ils sont sortis. Ils sont sortis, mais avec des séquelles lourdes. Donc il est clair, première chose, ces gens ne sont plus dans le coma. Ils sont dans une situation d'éveil, avec plus ou moins de réponses, et ils ont récupéré ce qu'on appelle un cycle de veille-sommeil. Donc ces gens ne sont pas, je dirais, ce sont des personnes qui sont, comment dirais-je, on peut les considérer comme étant, entre guillemets, des échecs de la médecine. J'aime pas trop ça, c'est des limites de la médecine. Et il est clair que nous avons la charge de prendre en charge ces situations, qu'ils appellent des situations de handicap lourd, des personnes qui ne sont plus malades, qui ne sont pas malades, qui sont le plus souvent en très bonne santé, ils ont une espérance de vie longue. Dans le service, j'ai un patient qui est dans un état post-relationnel depuis 30 ans. C'est un jeune qui s'est noyé à l'âge de 5 ans, il a maintenant 35 ans. Il n'a jamais eu la moindre complication. Je pense qu'il a eu, en 30 ans, il a dû avoir 3 traitements antibiotiques, et c'est tout. Il a une vie, il n'est pas malade. Certes, il est dans une situation avec des lésions irréversibles, mais il n'en est pas moins pour autant vivant et avec nous, accompagné par ses parents, par ses frères. Donc, pour dire que c'est vrai que cette situation, il faut bien la comprendre comme une situation de personnes en handicap. Ce sont des personnes en situation de handicap qui méritent d'être prises en charge comme toute autre personne en situation de handicap. Arrêtons de dire que ce sont des patients qui sont en fin de vie. Ils ne sont pas en fin de vie, comme je viens de vous le dire, ils ont une espérance de vie qui est longue. Ils sont atteints d'aucune maladie grave et incurable. Donc là aussi, c'est ce qu'on entend, tout le temps, c'est que quand on parle de la situation de Vincent Lambert, on en fait un débat de la fin de vie. Et c'est un faux débat. La situation de Vincent Lambert, c'est le débat de l'euthanasie, point. On en discutera tout à l'heure, Jean Paillot en discutera, je reviendrai peut-être dessus à ce sujet, mais attention, ne trompons pas de combat. La situation telle qu'elle est actuellement, ça sera ni plus ni moins qu'un acte d'euthanasie. Revenons sur la situation de ces personnes. Question qui se pose. Quelqu'un qui est en situation d'éveil souvent sans réponse ou à une réponse pauvre. Question se pose, est-il conscient? Ça, c'est la grosse question qui est posée. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la conscience? Alors là aussi, c'est compliqué, puisque pour certains, c'est très réducteur. La conscience est la conscience de soi. Ça reste vraiment très réducteur. Or, en fait, la conscience, c'est un espèce de continuum entre un état d'éveil, avec plus ou moins de réponses, et la conscience de soi. On ne peut pas faire de gradation particulière, et on n'a pas de moyens objectifs pour nous dire quel est le niveau de conscience. Alors c'est sûr, vous avez entendu parler des examens hyper compliqués, le PET scan, l'IRM, tout ça, et on en fait maintenant, on va bientôt pouvoir lire dans le cerveau. C'est ce qu'on lit, hein, pour l'instant c'est encore de la science-fiction. Je crois qu'il est sage de rappeler ce que dit le Conseil consultatif national d'éthique, lorsqu'il a été sollicité par le Conseil d'État pour donner son avis sur la situation des patients post-relationnels. L'absence objective de conscience ne veut pas dire absence de conscience. Point. Toute personne, tout soignant qui accueille, prend en charge ses patients, doit avoir ça en tête. Ne pas trop se poser la question de savoir, mais oui, mais quel niveau de conscience, qu'est-ce qu'il comprend? On est, certes, dans le doute, et on fait comme si. Alors c'est sûr, c'est difficile de dire faire comme si. La médecine nous apprend, on veut des réponses.
des réponses positives. Hein. Et là, bien sûr, c'est une situation dans laquelle on n'en a pas. C'est pas pour autant que parce qu'on n'a pas de réponse objective, cohérente, qu'il n'y a rien. On est persuadé quand même qu'il existe des choses qui... l'appréciation de, disons, la conscience de l'environnement, la conscience des proches, la conscience de la voie familière. Alors, vous allez me dire, mais comment on s'en rend compte, tout ça? Ben, on s'en rend compte, mais ça nécessite, pour s'en rendre compte, bien sûr, une attention particulière. C'est un soin particulier, c'est la patience, c'est de l'observation, et c'est là qu'on perçoit ces signes d'inconfort, ces signes de confort, ces signes de satisfaction. Ça, et comment on le voit? Eh bien, en fait, c'est un autre langage. Ce n'est plus le langage verbal, c'est le langage du corps. C'est le corps qui va s'exprimer par, comme dit, ces mouvements du visage, qui sont, bien sûr, fluctuants dans le temps. Mais à la longue, nous qui avons l'habitude de passer beaucoup de temps avec eux, puisque, comme dit, ce patient, je le connais depuis 30 ans, eh bien, on connaît son comportement. D'autres le connaissent plus longtemps. On a aussi pu percevoir leur état de confort, de bien-être, de satisfaction, de plaisir. Tout ceci par des observations fines des gens qui s'en occupent. Quels sont les soins apportés à ces personnes? Eh bien, comme je vous disais, ces personnes ne sont pas malades. La seule chose qu'ils ont le plus souvent, c'est une aide à l'alimentation. Pourquoi? Parce que les lésions cérébrales les séquelles, les lésions cérébrales entraînent, excusez-moi, souvent des troubles de la déglutition. Et il est clair que ces troubles de la déglutition peuvent être dangereuses, parce que si vous déglutissez votre salive dans les poumons, eh bien vous allez faire une infection pulmonaire et qui peut être fatale. Donc un grand nombre de patients chez nous ont encore une trachéotomie, non pas pour les aider à respirer, puisqu'ils respirent tout à fait spontanément, mais pour éviter en fait qu'ils s'inondent avec leur salive, ou alors avec de l'alimentation plaisir qu'on leur donne. Vincent, il n'est même pas dans cet état-là, il est mieux que ça, il n'a plus de trachéotomie, il déglutit depuis longtemps. Le docteur Carigère, qui le niait, vient de dire il y a quelques jours, mais il a toujours dégluti. Il faut se poser la question pour savoir pourquoi on n'a pas débuté une rééducation de la déglutition. Donc, les seuls soins, c'est ça, c'est le soin un petit peu particulier, c'est l'alimentation. Alors bien sûr, cette alimentation, il va être donnée par un artifice. Et l'artifice, c'est ce qu'on appelle la gastrostomie. C'est un grand mot, mais c'est quoi? C'est un petit orifice au niveau de l'estomac, au niveau à travers la peau, et la mise en place d'une petite sonde, qui est en place le plus souvent pendant 6 mois à 1 an. Et puis tout simplement, par cette sonde, eh bien, on va connecter l'alimentation et l'hydratation, point. Alors d'aucuns disent que c'est un geste de réanimation lourde. Monsieur Mans, tout à l'heure, vous dira la différence qu'il peut y avoir entre cette réanimation dite lourde et cet acte qui est un acte simple. Je crois que c'est abusif, et vous l'avez entendu, et je l'ai entendu moi-même aussi, mais oui, mais c'est de la nutrition artificielle, c'est intrusif, c'est lourd. Attention, arrêtons. Il n'y a pas que les patients en état post-relationnel qui ont cette alimentation. D'autres, les personnes laryngectomisées pour un cancer, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est une technique extrêmement simple qui peut être réalisée à domicile par des non-soignants. Et l'alimentation, alors bien sûr, par facilité et sécurité, on utilise dans nos institutions des produits tout faits. Mais à la maison, j'avais une patiente qui avait une gastrostomie et son mari refusait de prendre des produits autres que ce qu'il lui préparait. Il allait acheter ses surgelés qu'il lui mixait et qu'il passait dans la sonde. Et tous ses œufs, broyés, enfin ses œufs... Enfin, toute cette nourriture était passée pour lui faire plaisir. Et il pensait que... Et là, c'est toujours possible. Hein. Et là, en faire une technique de réanimation lourde, comme on le dit, qui justifie qu'elle soit appelée un traitement qui, comme on le verra, va conduire, lorsqu'on l'arrête, à la mort.
Autre nécessité dans la prise en charge, et cette prise en charge, elle est très bien codifiée par un cahier des charges qui est issu d'une circulaire, la circulaire de 2002, et c'est bon à rappeler que c'était 3 mois après la publication de la loi de 2002 du droit des malades, dite la loi Kouchner. Et il nous a semblé, nous qui nous occupions déjà de ces personnes, extrêmement positif la sollicitude de la société et de l'État face à ces personnes. Car en fait, cette circulaire, elle crée des véritables unités dédiées pour ces personnes, avec un budget particulier, avec une excellente dotation en personnel, en moyens, avec aussi des objectifs particuliers, aussi une prise en charge très spécifique à faire, prise en charge qui veut dire le malade, la personne, elle est levée tous les jours, elle est habillée, elle est mise au fauteuil, elle a des stimulations multisensorielles et de la kinésithérapie, chose que Vincent n'a pas depuis très longtemps, comme d'autres dans certaines structures qui ne sont pas des structures dédiées et adaptées et qui ne respectent pas ce cahier des charges défini par une circulaire. Malheureusement, une circulaire ministérielle n'est pas contraignante. Voilà, si vous voulez, un petit peu pour vous dire quelle est la prise en charge de ces personnes polyhandicapées qui doivent être prises en compte, prises en charge comme toute autre personne en situation de handicap. Dans le service, dans le pôle handicap dont j'ai la charge, j'ai 2 unités de maison d'accueil spécialisées avec des patients lourdement handicapés puisqu'ils sont quasiment tous tétraplégiques. Eh bien, il n'y a pas de différence entre l'unité de vie spécialisée pour patients post-relationnels et puis les autres patients quant à la prise en charge. Alors un tout petit mot sur les définitions encore, j'en terminerai là. État végétatif, post-relationnel, conscience minimale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est très difficile de savoir, de mettre une étiquette. Il ne faut surtout pas mettre une étiquette sur ces personnes car, comme je vous ai dit, on est dans l'incertitude par rapport à leur niveau de conscience. Alors étiqueter quelqu'un de conscience minimale ou état végétatif, sur quels critères? Vous savez, c'est grave de classer ces personnes. La preuve, pour Vincent Lambert, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un bilan fait au Coma Science Group de Liège, où, haute autorité dans l'exploration neurologique et des comas et des post-comas, il y a eu la classification de Belgique faisait qu'il se trouvait dit en état de conscience minimale plus. Alors écoutez, pourquoi plus, moins, je sais pas. C'est une classification, mais ça montre quand même conscience minimale. Ça veut dire qu'ils avaient estimé par les mesures, les examens multiples qu'ils ont faits, qu'ils n'étaient pas en état végétatif, c'est clair. Et lorsque les 3 experts qui étaient nommés par le Conseil d'État ont rendu le rapport, qu'est-ce qu'on y dit? On y dit, en fait, ben oui, les explorations, scanners, tout ça, ça n'a pas changé. Et puis il y a peut-être une légère détérioration, légère modérée, mais par des tests qui sont des tests essentiellement subjectifs. Alors c'est ça, vous dit le paradoxe. Des neurologues chevronnés se sont basés, pour faire leurs conclusions, sur des tests subjectifs, des tests d'évaluation subjective, dont on sait la difficulté d'interprétation. Et puis là, on a classé Vincent Lambert de conscience minimale à état végétatif. Alors qu'il n'a pas du tout, je peux en témoigner, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et de passer quelques moments avec lui et sa maman. Il n'est pas en état végétatif, il n'a jamais été. Mais la classification dite scientifique a fait, sur des bases subjectives, a fait qu'on l'a, entre guillemets, rétrogradé. De grâce, ne classifions pas les choses, parce que ça a des conséquences qui sont redoutables, puisque ces conséquences vont conduire à la mort. Donc, pour ma part, le terme le plus approprié, c'est celui de possi relationnel. Ça veut dire quoi, possi? Pauvre en relation. Mais il y a relation. Et ça, c'est fondamental. Car, dans les décisions d'arrêt de limitation de traitement, qu'est-ce qu'on dit? On peut arrêter, on est dans situation d'obstination déraisonnable, parce que l'on se trouve qu'il n'y a plus de conscience de soi,
et qu'il n'y a plus de lien relationnel. On aura l'occasion d'en reparler, je pense que Jean-Paillot en parlera. Donc vous voyez, attention, que ça veut dire quoi, plus de lien relationnel? C'est quoi le lien relationnel? Mais c'est quelque chose qui est individuel, c'est quelque chose qui s'apprend, avec qui se partage. Personne ne doit juger de la qualité de ce lien relationnel. Il existe. Si j'allais dire aux familles des résidents dont je m'occupe qu'il n'y a pas de lien relationnel, mais attendez, mais ça va pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe entre nous. Alors c'est sûr, ça peut paraître quand même quelque chose de ténu, quelque chose de mince, mais pour eux, c'est extrêmement important. Voilà, j'en terminerai là et je demanderai peut-être à M. Mantz s'il est d'accord pour dire quelques mots de son expérience aussi de réanimateur dans ce domaine. Merci beaucoup.